Bonjour, alors je crois qu'il faut que je parle près du micro. Vous m'entendez bien? Voilà. Donc j'ai juste me présenter d'abord. Donc Franck Davalo, je suis Solution Architect chez Red Hat. Donc je travaille principalement sur OpenShift. Et je vais vous parler en effet de tout ce qui est problématique de gestion en fait cloud hybride. J'avais mis un sous-titre, comment industrialiser une réalité multi-cluster. On va voir en gros les problématiques. On va parler d'un projet open source. Alors je vais peut-être vous montrer l'agenda, ce sera plus simple. Au début, en effet, on va parler des problématiques qu'il y a sous-jacentes derrière le cloud hybride. On va parler du projet sous-jacent aussi à cet exposé qui est Open Cluster Management. Son adaptation côté OpenShift. Donc il y a un autre projet qui permet d'enrichir ce projet-là pour donner des types de plugins pour OpenShift. Et puis derrière, on va en effet regarder les différentes fonctionnalités, comment elles sont implémentées, quel est le type de solution. Donc après, ça va être en effet montré par rapport à un des produits qu'on appelle Advanced Cluster Management, qui est un opérateur au-dessus d'OpenShift, qui est un produit Red Hat. Mais derrière, l'idée, c'est en effet de visualiser les problématiques et comment est-ce qu'on y répond sur ce produit-là ou autrement. Mais c'est vraiment cette problématique qui est importante. Je vais commencer directement sur l'introduction. Derrière, quand vous commencez à faire du Kubernetes, vous allez commencer à faire un cluster de prod, enfin de hors prod d'abord, un cluster de prod, et puis là, vous allez marcher sur la Lune, j'ai une application en production, c'est super. C'est la première étape. Donc c'est la première étape, on est sur Kubernetes, donc on maîtrise la création de clusters. Alors c'est un peu de l'artisanat peut-être des fois au début. On contrôle à peu près l'homogénéité entre le prod et l'hors prod. Et puis derrière, on met du CI/CD, enfin des automatisations pour pouvoir, ou des process aussi, pour pouvoir dire comment est-ce qu'on passe du hors prod à la production. Donc ça c'est la première étape. Maintenant en effet, d'habitude, il y a une croissance qui arrive, tout simplement parce que moi je connais peu de gens qui... Il y a de l'effort pour aller sur du container, mais... je vais trop loin du micro. Il y a un effort pour transformer, pour aller sur le monde container, mais je connais peu de gens qui ont regretté de vivre après dans un monde de container une fois transformé. Donc derrière, vous allez avoir un effet boule de neige avec de plus en plus d'applications qui vont arriver, des fournisseurs qui vous disent, oui, moi, mes applications, elles sont déjà en container, donc vous allez forcément avoir une réalité. Donc moi, j'avais commencé un premier cluster en 2017, et en effet, pareil, au début, première application, c'est sympa, mais en 4 ans, on est passé à 12 clusters et 12 000 containers. Non, c'était 15 000 containers à peu près. Donc on voit qu'en 4 ans, il y a eu une explosion des applications qui ont utilisé. Et là, vous allez vous apercevoir, et c'est un petit peu cette première génération, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de problématiques qui viennent à côté. Donc on arrive après sur la gestion multi-cluster. Donc les enjeux de la gestion multi-cluster, ça veut dire que les clusters, il faut les produire rapidement, parce que si vous passez du temps à produire des clusters de manière artisanale, derrière, vous êtes tout le temps en retard. Donc vous êtes dans l'ancien monde, où on mettait des VM à avoir dans un mois. Voilà. Donc il faut être aussi en mode cluster. Donc on va parler d'infra as code derrière. Ça veut dire que derrière le cluster as code, toute l'infra doit être automatisée comme vos développeurs. Vos développeurs, vous leur avez expliqué que c'était un beau modèle, et vous allez vous apercevoir que c'est à vous de vous l'appliquer, ce modèle-là. Donc après, vous allez mettre en place une gouvernance, parce que derrière, vous allez avoir des environnements différents, vous allez avoir des spécialisations de clusters, vous allez avoir des métiers différents qui veulent des clusters dédiés. Et donc, il va falloir créer une gouvernance. Donc, il va falloir avoir un socle commun au niveau sécurité, au niveau la configuration du airbag, enfin un certain nombre de choses qu'il faut appliquer partout et qu'il faut être homogène. Et vous allez vous assurer que dans la durée, c'est là. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste faire l'effort de mettre une configuration, c'est d'être sûr que cette configuration est toujours là, tout simplement parce qu'on va en parler après. Quand vous aurez un audit, vous voulez être sûr que ça n'a pas bougé depuis, derrière, qu'il n'y a pas eu un petit peu de divergence, quelqu'un qui a intervenu manuellement, etc. Donc vous allez devoir à la fois automatiser et à la fois vérifier qu'il n'y a pas de décalage entre les différents clusters, parce qu'il y a une autre chose aussi qui va vite arriver, c'est que votre équipe qui gère les clusters, elle ne va pas avoir la même croissance. Alors après, ça c'est mon opinion, mais voilà, vous allez avoir une notion de productivité qui fait que derrière, vous aurez plus de clusters, mais pas forcément plus de gens. Et donc, forcément, la productivité, vous devez la mettre en place très rapidement, parce qu'autrement, votre équipe qui gère le cluster, elle va passer son temps à faire des choses qui ne sont pas forcément super intéressantes,
pour eux et puis aussi pour la boîte, parce que la valeur, c'est de gérer de nouvelles fonctionnalités sur vos clusters, de pouvoir optimiser aussi vos ressources, de travailler avec ceux qui les utilisent. Et donc voilà, les monopoliser sur du day-to-day de l'infrastructure, c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, et après on arrive dans l'étape finale. Alors là, c'est le Graal, c'est le cloud hybride. C'est que finalement, vous allez pas pouvoir échapper au cloud. Le cloud, c'est forcément une valeur qui est intéressante. Alors, je parle du cloud, cloud public, mais après aussi cloud privé. Donc, vous allez devoir forcément avoir une instanciation au cloud à un moment donné. Alors, selon votre contexte, le problématique des données, vous allez en effet avoir des limitations sur aller sur le cloud. Et puis aussi, il y a une réflexion qui fait que le on-premise, c'est aussi important, parce que derrière la réversibilité, on sait comment ça évolue dans le monde actuellement. Pouvoir se jeter complètement sur du cloud et pas pouvoir être capable de revenir en arrière ou de changer de provider, c'est quand même un petit peu un danger. Donc vous allez devoir vous réfléchir comment vous implémentez le cloud hybride. Donc tout le monde veut faire du cloud hybride, mais quelle est la stratégie, comment l'implémenter? Donc évidemment, on va penser à Kubernetes, qui est une couche qui est un petit peu standard, qui va vous permettre de faire du cloud. On pense d'ailleurs que beaucoup de gens pensent que le cloud, ça va devenir quelque part du Kubernetes ou une grande partie, et on ne va plus trop parler d'infrastructure, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Mais donc voilà, il va falloir utiliser un modèle qui soit un petit peu cohérent. Donc on parlait d'automatisation à un moment, de gouvernance, et maintenant on a aussi un modèle qui va permettre de changer aussi de cloud. Donc on va avoir une autre gouvernance qui va, est-ce que vous gardez des silos? C'est-à-dire que le premier réflexe, ça va être de dire, il y a une équipe qui va gérer le cloud public et puis une autre équipe qui va gérer le cloud privé, et puis on verra après pour faire converger tout ça. C'est très compliqué de faire converger les choses. Donc il vaut mieux avoir une approche dès le début sur le cloud hybride, et plutôt que d'essayer de courir après pour essayer de faire converger les modèles. Et puis quand vous allez vouloir passer une application de l'un à l'autre, vous allez vous apercevoir que derrière les modèles ont divergé et que c'est très compliqué de passer l'un à l'autre. Ça, c'est l'ensemble des problématiques que je voulais expliquer. Il ne faut pas que je passe trop de temps, parce que après, on ne va pas arriver au sujet. Très rapidement, les questions que vous allez vous poser, c'est donc comment automatiser l'infra as code pour vos clusters, comment les garder homogènes sur différentes fonctions, gérer avec une équipe potentiellement réduite, comment je peux suivre facilement l'état de mes clusters. Ça veut dire derrière aussi, plus vous avez de clusters, vous n'allez pas commencer à aller de cluster en cluster pour regarder des choses. Vous voulez avoir une vision, une observabilité, comme on dit, une vision centralisée et puis très rapide, pouvoir mettre des dashboards qui vous donnent l'information importante. Il y a aussi la partie application. Ça veut dire que derrière, on parlait beaucoup d'infrastructure, mais vos applications, elles vont aussi avoir plusieurs clusters, et vous pouvez aussi, vous allez devoir commencer à leur dire comment est-ce que vous allez pouvoir vous déployer sur le bon cluster de manière simplifiée. Donc, soit pour pouvoir se répartir sur plusieurs clusters, parce qu'en hybride, vous avez aussi des architectures qui sont un peu plus simples que je me déploie sur un cluster. C'est potentiellement avoir une vision répartie sur plusieurs clusters. Et puis après, vous allez avoir aussi la possibilité de pouvoir en effet déployer une application avec une chaîne CI/CD qui soit cohérente sur le cloud ou on-premise. Donc toutes ces problématiques-là, il faut les prendre en compte. Les audits, c'est régulier. Le problème, c'est de passer le moins de temps possible, parce que si à chaque audit, ça vous oblige à avoir toute l'équipe qui essaye d'aller chercher l'information, le but, c'est que vos responsables sécurité peuvent aller eux-mêmes chercher l'information, pouvoir produire les preuves que vous avez voulu appliquer du CIS, un protocole, un standard ou vos propres règles, et pouvoir montrer la preuve rapidement sur l'ensemble des clusters. Donc on parlait application, audit, des services. Donc là, je parle d'architecture de services qui dépassent un cluster. Donc dans ce cas-là, on fait une sorte de méta-cluster Kubernetes, on va le voir plus tard. Et puis aussi toutes les problématiques de disaster recovery. Donc voilà, alors ça, je pense que je ne vais pas revenir dessus. On retrouve toutes les contraintes et les opportunités qu'on a déjà vues un petit peu avant. Donc maintenant, on va regarder très rapidement, là je ne vais pas décrire, les 4 grandes fonctionnalités qu'on va regarder justement pour répondre à cette problématique cloud hybride. Ça va être la gestion du cycle de vie des clusters, la gestion, le déploiement et le cycle de vie des applications, la gouvernance et compliance. Donc ça veut dire, c'est pas que de la sécurité, c'est comment je déploie pas juste une fonctionnalité, mais j'ai une boucle de rétrocontrôle qui me permet de vérifier, voire aller on va voir tout à l'heure, jusqu'à des webhooks admission controller qui enforce quelque part
des politiques et être sûr que vous allez l'appliquer, pas seulement vérifier et puis dire ah, elle n'est pas bonne, je la réapplique. Vous pouvez avec les admission controllers, vous pouvez être sûr qu'elle est appliquée parce que vous êtes vraiment à la source. Et puis la partie monitoring et centralisée des clusters. Donc ça, c'est vraiment les quatre sujets principaux. On verra à la fin qu'il y a des fonctions avancées qui se rajoutent et qui permettent finalement de rajouter sur cette partie-là. Donc à la base, ce que je vais vous montrer, c'est le projet Open Cluster Management. Donc c'est un projet qui est sandbox côté SCNCF. Donc c'est un projet c'est une communauté qui a été créée pour penser sur toutes ces problématiques de cloud hybride. Le côté sandbox SNCF, ça montre qu'il y a une vraie traction, un vrai intérêt, parce qu'évidemment, ils ne prennent pas tous les projets et ils vérifient que l'objet de la communauté a un intérêt pour tout le monde. Alors, il y a évidemment des groupes d'intérêt, multi-cluster applications policy qui dérivent en effet de ces discussions-là. Et puis, il y a des acteurs. Alors, évidemment, Red Hat est un acteur là-dessus, mais on voit qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent. C'est aussi l'essence de l'open source. Alors, juste très rapidement, le principe de ce projet, c'est vous allez avoir ce qu'on appelle un hub. Donc, le hub, il va être un point central pour pouvoir appliquer, en effet, tous ces modes de fonctionnement avec vos clusters qu'on dit manager. Donc, ça, c'est assez simple. Le principe, ça va être, en effet, ce qu'on appelle des manifest work. Ça veut dire qu'on va, au niveau du hub, mettre en place des tâches de configuration. Donc, c'est un modèle très simple. Et puis, les clusters managés vont tout simplement faire du pool, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place. Donc, on va voir que ce modèle pool, c'est super important. Alors, on aura des flux dans les deux sens dans certains cas, parce qu'on veut faire de la recherche sur tous les clusters et on peut les optimiser. Mais le but, c'est que les managers aillent chercher le travail, que le hub ne soit pas un SPOF. Ça veut dire que derrière, si le hub tombe, le manager... il continue à fonctionner, il n'y a pas des choses où quelqu'un qui est en train de lui envoyer des requêtes comme ça qui vont le faire chuter. Donc le modèle de ce projet-là, c'est évidemment de trouver un modèle sain, évidemment, et industriel pour gérer tout ça. Donc dans ce modèle-là, en effet, les managers vont chercher le travail. Si le cluster n'est pas là, évidemment, il y aura évidemment une perte un petit peu d'informations, mais il n'y aura pas de coupure de service. Et puis derrière, le manager, il ne va pas essayer de faire tout le travail, d'essayer de paralyser, de partir en vrille. Il va juste gérer et puis laisser les gens aller chercher l'information. Donc ça, c'est un modèle très simple et qui va être après, non pas complexifié, mais qui va être spécialisé justement pour gérer comment est-ce que le manifest work va gérer à déployer des applications, à configurer des choses, à gérer des webhooks, des admission contrôleurs. Voilà, on va spécialiser par des plugins différents qui vont avoir une tâche bien spécifique et spécialiser le manifest work. Comme je disais, il y a des fonctions qui permettent en effet de rendre les flux dans un sens, c'est-à-dire que c'est du pool, c'est-à-dire que le manager va se connecter au hub, c'est aussi plus simple au niveau réseau. Maintenant, il y a aussi quelques flux qui peuvent être intéressants, on va le voir sur l'interface, c'est quand on veut faire de la recherche, on dit je recherche quelque chose sur l'ensemble des clusters pour avoir une vision globale. Alors, les métriques elles vont remonter dans le bon sens, mais par contre, vous pouvez être activement faire de la recherche. Donc dans ce cas-là, de temps en temps, vous avez des flux inverses. Ces flux, soit ils sont ouverts, soit vous pouvez les faire avec du proxy. Donc il y a un cluster proxy qui est une fonction sur le projet qui permet en fait de faire un reverse channel, un reverse tunnel, qui permet de rester en pool tout en faisant des flux dans les deux sens. Voilà. Donc c'était très rapidement pour parler de ça. Il y a évidemment plein d'autres choses, mais c'est les gros principes qui permettent de comprendre comment a été bâti cette open source et comment on va créer après toutes les briques au-dessus. Je n'ai pas pris la bonne touche. Voilà. Donc après, il y a un autre projet qui s'appelle Solostron, qui est un peu énigmatique au niveau de nom. Donc en effet, ça veut dire Fleet et Tool, donc ça explique un petit peu mieux. Donc c'est un projet qui reprend complètement Open Cluster Management, mais qui va rajouter justement des briques supplémentaires dessus et quelques briques qui permettent de mieux s'intégrer sur OKD OpenShift, qui est donc la distribution Kubernetes sur laquelle est basé OpenShift, mais OKD, c'est la partie communautaire qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Donc voilà. Donc ça, c'est sur Git, vous pouvez aller voir. Vous avez tout qui est évidemment disponible puisqu'on est toujours dans l'open source. Comme toujours dans les solutions open source côté Red Hat, on sait qu'il y a un écosystème. Vous pouvez pas, une solution ne suffira pas justement à tout résoudre. Et donc, en effet, on intègre du Thanos, du Hive. Donc ça, Thanos, c'est pour pouvoir l'agrégation des données. On va avoir du Helm, du Metal 3D qui va permettre de faire c'est un composant qui vient d'OpenStack, de l'Irony, qui permet de pouvoir travailler sur du bare metal.
Voilà. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui s'agrègent. OPA, Kyverno qui vont faire en effet de l'admission controller. Argo CD pour le déploiement d'applications. Et voilà. Et tout cet écosystème va être intégré ensemble et puis va aussi bouger. Hein, c'est-à-dire qu'une brique, potentiellement, s'il y a quelque chose qui se modernise, un autre projet qui est plus porteur ou qui a plus de viabilité sur un sujet, ben, ce sera remplacé. Le but, c'est d'avoir tout l'ensemble des fonctionnalités de l'écosystème. Alors, juste pour vous montrer, donc ça c'est la partie... produit OpenShift, donc vous avez la plateforme, et puis derrière vous avez en effet ce qu'on appelle OpenShift Platform Plus, qui est un ensemble de briques qui sont en effet qui répondent à la problématique cloud hybride, c'est-à-dire qu'au début vous avez vos clusters, ce qui vous intéresse c'est les opérateurs qui vous permettent de faire une distribution Kubernetes qui est industrielle, managée, monitorée, etc. Après vous avez besoin de toutes les briques CI/CD, les briques de développement, de middleware, et puis des briques un peu plus poussées de service mesh ou de serverless. Et puis après, vous avez l'autre chose qui est en effet la vision multi-cluster cloud hybride. Et là, en effet, les réponses, ben, ça va être Advanced Cluster Management dont on va parler, mais il y a aussi la partie ACS qui vient de StackRox, donc qui est sur la partie détection de vulnérabilité. Donc toute la partie sécurité, et puis après Global Registry et stockage. Mais voilà, c'était juste pour vous situer un petit peu où ça se trouvait. C'est un opérateur en fait. Maintenant, on va commencer à parler un petit peu de la première partie qui est la gestion des clusters. Donc il y a deux choses. Alors j'ai basculé parce que je pense que c'est pas très... Les slides à ce niveau-là, c'est moins intéressant. Donc je vais vous montrer plus le produit en lui-même, visualisé. Donc il y a une partie, en effet, ce qu'on appelle infrastructure, qui va gérer cette partie-là. Et donc là, vous allez en effet gérer des clusters. Donc gérer des clusters, c'est quoi? C'est d'abord une problématique de création de clusters. Donc là, il y a toute l'automatisation pour créer des clusters. Alors vous allez pouvoir créer des clusters qui sont soit Amazon, soit OpenStack, soit VMware. Donc quelque part, ça reprend l'installeur OpenShift. Hein. Ce n'est pas non plus des choses qui arrivent sur le projet, mais qui sont une réutilisation des clusters OpenShift. Mais le but, ça va être en effet... Alors là, je vous montre l'interface Home-Machine, mais vous avez évidemment la même chose via de l'API. Et donc, vous pouvez très rapidement gérer des clusters. Donc le but, c'est en effet de pouvoir faire à la fois des choses qui sont sur le cloud ou des choses qui sont on-premise. Et vous avez une petite particularité qui est la partie Host Inventory. Donc là, le modèle, c'est de pouvoir derrière créer un cluster. Alors, on ne va pas aller sur la création de cluster, mais créer un cluster à partir donc des paramètres du cluster, mais d'un certain nombre de hosts. Alors, ça peut être du bare metal, mais ce n'est pas forcément, qui sont déjà disponibles. Alors, en fait, on parle de ce qu'on appelle l'assisted installer qui est utilisé sur OpenShift. Donc, vous découplez un peu les deux choses. Vous avez des serveurs, des nœuds qui sont disponibles, mais qui ne sont pas liés à un cluster particulier, qui vont être prêts et que vous allez pouvoir après utiliser pour pouvoir créer un cluster single node ou un cluster 3 nœuds en master, en control plane. Donc vous découplez un petit peu les deux phases et derrière vous allez pouvoir spécialiser en effet une étape de provisioning. Alors après vous allez pouvoir utiliser générer un ISO discovery, vous allez pouvoir faire du PXBoot, vous allez pouvoir utiliser du virtual media, enfin tout ce qui permet de gérer beaucoup du bare metal mais pas uniquement. Et après, une fois que vous avez tous ces nœuds qui sont disponibles, eh ben, vous allez pouvoir les affecter très simplement. Et donc, par exemple, vous avez sur de l'Edge, par exemple, sur pas mal de gens qui travaillent avec plein d'usines, le but, c'est que vous avez un ISO unique que vous allez pouvoir utiliser sur toutes les nouvelles machines et qui s'installent pour pouvoir aller faire de l'OpenShift dans les usines. Et dès que vous mettez le même ISO quelque part, elles vont se connecter directement au hub, elles vont être prise en charge directement par ce host inventory, préparé, ça veut dire qu'il va avoir une inspection, on va regarder un petit peu l'état et les capacités aussi de la machine, et elles vont être disponibles directement pour pouvoir centraliser, être intégrées, et donc c'est un provisioning qui est assez automatisé. Voilà. Alors après, je ne parlerai pas de la partie intégration avec Ansible. Derrière, ça va vous permettre d'avoir une vision globale de vos clusters. Alors, on a parlé création de clusters. Vous êtes
aussi capable d'importer des clusters Kubernetes. Je parle d'OpenShift, mais vous pouvez aussi importer des clusters Kubernetes derrière. Alors, vous aurez potentiellement, dans certains cas, je crois sur les métriques, où on s'appuie par défaut sur les métriques de l'opérateur OpenShift Monitoring. Donc, en effet, si vous êtes un cluster Kubernetes qui n'est pas un cluster OpenShift, vous n'aurez pas forcément cet opérateur qui va contenir toutes ces métriques, mais globalement, il va être intégré à un niveau Kubernetes et pouvoir s'intégrer. Et donc, ça vous permet aussi d'avoir un peu un pool qui ne va pas être uniquement l'OpenShift, mais votre existant, divers, et donc d'avoir un outil central qui permet de le gérer. Alors, c'est vrai que la partie cycle de vie, upgrade, ce sera possible pour la partie OpenShift, vous ne l'aurez pas partout. Il y a une notion de label qui va être importante, parce que derrière, on va pouvoir, quelque part, quand vous allez pouvoir travailler au niveau des applications, et même sur l'ensemble, sur la gouvernance, avoir une notion un peu plus dynamique. Ça veut dire que vous n'allez pas toujours nommer les clusters un par un, vous allez pouvoir dire « je veux déployer sur un cluster de tel type ». Et donc, là, vous allez être plutôt dans la sélection dynamique, donc quelque part dans l'infra as code, et plus dans j'ai une liste de clusters, et puis je mets le nom de mon cluster partout pour dire je déploie à droite ou à gauche. Voilà, ça va donner un petit peu plus d'intelligence. Il y a même, dans un cas en disaster recovery, où on peut rajouter ça s'appelle quelque part un contrôleur du placement, donc qui va lui calculer quelque part quel est le bon cluster sur lequel déployer. Donc vous pouvez aller jusqu'à là, je pense que c'est ce qui va se déployer de plus en plus pour certaines conditions. Donc là, c'est pour le choix du disaster recovery, donc du primaire, du secondaire, et quand est-ce qu'on bascule. Donc voilà, donc ça, c'est toute la partie gestion des clusters. Alors, je vais dérouler juste les slides au cas où j'ai oublié quelque chose. Alors, il y a toute une partie qu'on verra tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a un écran qui s'appelle Hosted. Donc ça, je le verrai dans les fonctions avancées après. C'est ce qu'on appelle un projet qui s'appelle Hypershift. Donc Hypershift, derrière, ça va permettre de gérer... alors là, le control plane, ce sont ce qu'on appelle les masters, enfin les serveurs qui gèrent en fait le TCD, l'API, et puis après les nœuds workers, comme on dit habituellement, c'est là où vous allez avoir vos vrais applicatifs. Donc ce control plane, c'était des nœuds dédiés pour l'instant. Maintenant, en effet, via Hypershift, c'est un modèle où ces control planes, c'est des pods dans des nœuds, un pod de TCD dans des nœuds, et maintenant vous allez enlever la notion de nœud et vous allez avoir des pods. Alors évidemment, ils sont sur des nœuds parce qu'ils sont sur un cluster, mais vous allez pouvoir hoster en fait un ensemble de control planes sur un seul cluster. Et donc, quelque part, dans cette approche centralisée, ce cluster ACM, il va avoir de plus en plus de fonctions intéressantes. Et donc là, par exemple, ça pourrait être de hoster les control planes d'un certain nombre de clusters plutôt que, par exemple, en bare metal, d'avoir à gérer des control planes quelque part. Ou même sur le cloud, on a des acteurs qui en ont marre, qui font à l'échelle vraiment un très grand nombre de clusters et pour lequel le control plane, finalement, ils préféraient pouvoir tous les mettre sur des nœuds mutualisés. Voilà. Alors après, évidemment, ça dépend vraiment de l'optique, mais c'est quelque chose qui va quand même amener une réponse dans certains cas, pas dans tous les cas, évidemment. Donc là, on a vu la partie gestion des clusters. Après, ce qui est super important, c'est en effet l'observabilité. Donc l'observabilité, ça va être deux choses. Ça va être soit vous allez faire de la recherche. Alors, je vais le montrer très rapidement. Derrière, en effet, au niveau recherche, vous allez pouvoir avoir une vision globalisée de tous les clusters. Alors, comme j'expliquerai tout à l'heure, je travaille sur des serveurs. Je travaille avec le Customer Innovation Center d'HPE, qui est à Genève, et qui gentiment nous donne à disposition pas mal de serveurs. Alors, pas toujours les tout derniers, mais... et donc, l'idée, c'est en effet de montrer des démonstrations. Alors, au début, c'était beaucoup le bare metal avec OpenShift pour montrer cette intégration et automatisation, mais derrière, c'est pour montrer en effet tous les use cases, tout l'écosystème autour. Et donc, c'est là-dessus que je travaille. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de démonstrations, de customisation, de démos un peu avancées sur des scénarios comme du disaster recovery ou des choses comme ça, c'est exactement l'endroit où on a suffisamment de serveurs pour pouvoir montrer ce genre de démos, parce que sur un poste, c'est un petit peu difficile, et puis sur le cloud, c'est difficile de garder des serveurs très longtemps sans avoir une grosse note derrière. Donc voilà, donc là, vous allez avoir des recherches proposées ou pas qui vous permettent, aller multi-cluster, avoir une visibilité très rapide de tous les problèmes. Donc clairement, là, je vois sur l'ensemble des clusters, là, je sais en effet que c'est normal que ces pods-là soient en erreur. Mais au moins, j'ai une visualisation très rapide
si j'ai un problème sur mes clusters. Donc là, le but, c'est de ne pas aller cluster par cluster, mais d'avoir une recherche globale. Et c'est dans ce cas-là qu'en effet, j'ai un flux qui va du côté managé du côté hub sur le côté managé. Je peux aussi aller chercher tout ce qui s'est créé au dernier moment. Peut-être que quand j'ai un incident, je veux aller regarder qu'est-ce qui a été envoyé sur les clusters la dernière heure. C'est aussi une manière très rapide de pouvoir se dire peut-être que le déclencheur de mes problèmes, il vient de là. Voilà, donc vous pouvez créer tout un ensemble de recherches. Et après, en effet, vous avez la partie observabilité qui va être plutôt la partie métrique. Donc là, vous allez, on va pas... Alors, sur OpenShift, vous avez tout ce qu'on appelle une stack monitoring, qui est là pour pouvoir avoir du Prometheus, la collecte des métriques, et avoir des dashboards Grafana tout de suite, ou sur la console OpenShift qui sont disponibles. Mais donc, vous n'allez pas exactement avoir la même brique, parce que derrière, si vous allez commencer à collecter des métriques de X clusters, vous allez avoir une explosion de métriques sur votre hub, et donc ça va être un problème. Donc, on va utiliser Thanos, en fait, qui va vous permettre d'agréger les données et de les conserver sur un stockage objet pour pouvoir avoir une rétention beaucoup plus longue et une agrégation des données, tout en ayant, en effet, la possibilité d'aller voir quels sont les signes sur différents clusters de problèmes ou de diagnostics. Et donc, vous allez avoir par défaut tout ce qui est dashboard de base. Vous allez avoir des dashboards spécifiques ACM, donc qui vont permettre de voir, par exemple, l'overcommit. Donc, très rapidement, est-ce que votre cluster, il est surchargé, sous-chargé? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un problème de ressources par mémoire, par CPU? Donc ça, c'est une vision très, très rapide. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir sélectionner chaque cluster. Vous allez avoir une vue de l'ensemble des clusters et voir tout de suite les clusters qui sont en rouge, qui posent des problèmes. Donc ça, c'est super important parce que l'overcommit, tout ça, c'est une vision forcément globale du cluster et que vous n'avez pas envie, vous, de travailler à chaque fois. Et donc, vous voulez avoir cette vision très rapide parce que c'est comme ça que vous allez faire du capacitaire, de l'intervention et pour pouvoir prévenir et anticiper les problèmes de ressources sur vos clusters. Et donc, d'aller rajouter un nœud, vous allez après regarder les nœuds qui sont disponibles et les rajouter au cluster directement. Donc, il y a tout un modèle de dashboard qui sont adaptés. Alors, on travaille beaucoup avec nos consultants qui travaillent chez différents clients, qui rajoutent des dashboards qui sont rajoutés sur le Git, qui permettent en effet de voir les besoins clients précis. Et en effet, il y a par exemple un dashboard qui donne un état, une sorte de grande map verte, l'état de l'ETCD, l'état des workloads, l'état des opérateurs, etc. Et qui permet après de faire du drill down en cliquant sur les choses. Donc, ça s'enrichit au niveau du Git par tout le besoin réel de nos clients et qu'est-ce qu'ils veulent comme métrique agrégée et pas comme métrique précise, même s'ils peuvent en effet faire du drill down et rapidement au niveau du hub avoir les métriques. Alors c'est intéressant aussi en cas d'impact parce que derrière toutes les métriques sont en dehors du cluster managé, donc vous les avez ici et vous vous dites pas mince mon cluster il répond plus et où est-ce que je peux voir mes métriques. Donc c'est aussi une manière d'externaliser vos métriques. Donc ça, c'est la partie métrique. Alors, il y a des métriques aussi custom que vous pouvez définir. Par défaut, elles ne sont pas toutes prises. Il faut que vous les définissiez parce qu'il y a tellement de métriques applicatives, ça pourrait être un peu gros. Mais si vous voulez avoir des métriques Java spécifiques pour vos applications, bases de données, etc., vous pouvez les faire remonter sur votre dashboard Grafana. C'est un config map qui permet, vous avez des exemples, qui permettent de définir tout un ensemble de dashboards et donc de remonter cette vision. Donc là, c'est la brique Prometheus, Thanos, Grafana. On a un petit peu le modèle là de remonter des informations du hub sur les clusters et l'ensemble des dashboards qui sont proposés. Alors évidemment, il y a les alertes. Ça veut dire que derrière, au niveau de OpenShift, il y a tout un système d'alerting. L'idée, c'est que, comme pour les métriques, chaque opérateur, puisqu'en fait, une distribution OpenShift, c'est des briques d'opérateurs qui se rajoutent les unes au-dessus des autres. Chaque opérateur vient avec ses métriques et ses alertes. C'est un petit peu un principe quelque part sain, c'est-à-dire qu'un opérateur, il amène des fonctionnalités, mais c'est lui qui connaît aussi où sont ses métriques, c'est lui qui connaît quelles sont les bonnes alertes. Et donc, un opérateur, il vient avec une intelligence, les métriques et les alertes. Et en effet, on va récolter aussi toutes ces alertes. Et le but, c'est de les faire remonter au niveau central. Alors, le but, c'est évidemment pas de les laisser là, c'est de les envoyer sur un système qui va pouvoir, le système d'entreprise qui va pouvoir dire qui il faut appeler à quel moment, quelle sévérité, etc. Donc, l'alerte, le but, c'est que ça appelle quelqu'un.
Mais évidemment, il faut visualiser les alertes, parce que des fois, il faut pouvoir spécifier quelles sont les alertes qui sont vraiment critiques pour vous. Et donc, la visualisation des alertes, c'est super important. Donc là, vous allez avoir des dashboards d'alerte globales qui vous permettent de voir très rapidement des problèmes de TCD sur un cluster, etc. Et puis aussi de peaufiner, parce que vous allez pouvoir dire quelles sont vos vraies alertes critiques et quelles sont celles que vous allez envoyer vers votre pilotage qui va déclencher la nuit des interventions. Donc ce côté fin, ça veut dire qu'il faut visualiser les alertes et d'une manière centrale, parce que derrière, vous n'allez pas en effet faire l'effort au bout d'un moment d'aller regarder partout. Donc le but, c'est que ça soit simple et que les gens fassent l'effort parce qu'il y a moins d'efforts à faire, tout simplement. Voilà, donc là, c'est la partie alerting. Donc là, on a vu gestion des clusters, observabilité. Maintenant, on va regarder la partie gestion des applications. Donc pourquoi gestion des applications? En fait, moi, dès qu'on a commencé à avoir un certain nombre de clusters, on s'est aperçu que nos chaînes de CI/CD étaient un petit peu rigides et que derrière, finalement, nos applications, ils nous disaient qu'on change de cluster, il faut qu'on change plein de choses, etc. C'est un petit peu statique. Et donc le but, c'était de vraiment mettre en place un point central, que chaque cluster automatiquement puisse s'intégrer dans cette chaîne de déploiement d'applications et que les applications puissent, en effet, se retrouver là-dessus. Donc il y a plusieurs modèles en fait qui sont proposés au niveau d'ACM pour la gestion des applications. Il y a un premier modèle de souscription native qui vient avec le projet. Donc, alors, je crois que c'est explicité ici. Donc, le modèle de souscription, c'est sur 4 objets. Donc, il y a une application qui est un peu un objet central. Il y a une partie channel. Le partie channel, c'est le lien avec le Git. Donc, le Git, enfin, avec le code source quelque part. Donc, le code source, on parlait de Helm, par exemple, c'est ça. Le Git, ça va être un point d'entrée sur du Helm ou du Customize ou d'autres. Mais ça peut être aussi, le code, il peut être aussi, enfin, le code applicatif, il peut être aussi sur un stockage objet, sur un Helm repository direct, ou le Helm sur le Git aussi. On n'est pas obligé de le mettre en format Helm repository. Donc ça, c'est la partie de channel. Après, il y a la partie placement rule qui va être centrale, qui va faire le lien, qui va être en fait un ensemble de critères pour décider quel est le ou les clusters qui vont être utilisés pour déployer. Donc c'est là que vous allez pouvoir faire des sélections, des match labels, par exemple, des sélections sur des labels ou mettre des contrôleurs un peu plus spécifiques pour pouvoir sélectionner le ou les clusters sur lesquels vous pouvez déployer. Et l'ensemble de ce channel, donc le code source de l'application, le choix des clusters qui va faire la souscription et qui va créer l'application. À partir de ce moment-là, vous allez avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on va parler après, c'est Argo CD. Donc c'est une possibilité de visualiser l'ensemble des objets, des manifestes. Dans votre application, ça va être des manifestes qui vont être déployés, dans quel état et sur quel cluster. Donc c'est ce que va vous permettre de visualiser évidemment ce modèle-là. Mais en effet, le but, c'était aussi de faire une intégration avec Argo CD, puisqu'on pousse beaucoup Argo CD sur OpenShift. C'est la brique GitOps d'OpenShift. Il y a une grosse traction, et donc c'était difficile de faire l'impasse. Donc Argo CD, on va l'intégrer comment? En faisant en sorte que les clusters qui apparaissent, ils vont apparaître aussi côté Argo CD dynamiquement. Qu'on va aussi... Alors, évidemment, il y a tout un système de airbag qui fait que vous allez pouvoir gérer aussi la visibilité, quel cluster, pour qui, sur quelle instance Argo CD. Donc, vous avez aussi toute cette souplesse, évidemment, qui est importante à avoir en tête. Et puis après, vous allez pouvoir générer des CD, des projets Argo CD. Donc, au niveau de l'interface, je vais vous la montrer tout à l'heure, on va pouvoir visualiser de la même manière les applications Argo CD ou les applications en mode souscription native d'ACM. Alors, je crois que maintenant, il y a une intégration avec Flux qui est arrivée, qui est déjà intégrée, mais il n'y a pas beaucoup de docs là-dessus, donc il sera un peu plus ouverte. Mais l'idée, c'est en effet de rajouter tous les moyens de déploiement qui sont possibles. Alors, il y a un des moyens qui est très intéressant que je vais vous montrer. Alors, Argo CD, je pense que vous le connaissez déjà, je ne vais peut-être pas vous montrer l'interface. Alors, juste pour vous montrer au niveau application, on a aussi une notion, en fait, de application set au niveau Argo CD. Donc, l'application set, c'est quelque part un template pour générer des applications. Alors, je vais aller la chercher. Là, on va faire... pour montrer un peu de YAML. Mais c'est super important parce qu'en fait, ça va faire le lien avec une notion dont je n'ai pas parlé pour l'instant, qui s'appelle cluster set.
C'est-à-dire que pour l'instant, on parlait des clusters, on parlait de labels, mais on a forcément une notion de typologie de cluster qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire quelque part, on peut dire tout simplement cluster de prod, hors prod, mais ça va plus loin. C'est-à-dire potentiellement des clusters dédiés à une fonction CI/CD, des clusters qui sont sur différents clouds. Et la typologie, c'est super important parce que on va pouvoir appliquer des politiques. Et la politique, on veut pas la faire, on veut la faire par typologie et pas par cluster. Et donc on va utiliser les cluster sets qui sont des regroupements et on va travailler au niveau du cluster set. Et donc, par exemple, au niveau d'un application set, l'application set, c'est quoi en fait? L'application set, c'est vous allez pouvoir faire le croisement entre un repo avec... donc là, par exemple, c'est un repo GitHub que j'ai créé, qui est disponible. Et vous allez pas pointer que sur un répertoire, mais vous allez pointer sur un répertoire source dans lequel vous allez pouvoir mettre autant d'entrées qui seront des entrées Helm, Customize, qui vont correspondre en fait à l'ensemble des applications d'infrastructure ou applicatives que vous voulez déployer sur une typologie de cluster. Donc là, en effet, vous commencez à organiser quelle est votre gouvernance. Ça veut dire quel est l'ensemble des... Alors, ce n'est pas que des applications. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je l'utilise en D2 pour créer un cluster. Je vais mettre tous les opérateurs que je veux installer automatiquement. Je vais mettre, évidemment, un opérateur, c'est l'instanciation de l'opérateur, donc la configuration de l'opérateur, parce qu'autrement, l'opérateur tout seul, il ne fait rien tant qu'on ne l'instancie pas. Donc, par exemple, un cluster ODF pour avoir du stockage partout. Donc, dès que mon cluster est créé, ça va être fait. Mais ça peut être aussi, tout simplement, pour templétiser le namespace, en rajoutant des network policy par défaut, en rajoutant des quotas, des limites. Donc, voilà, on a l'ensemble de cette gouvernance quelque part, de cette configuration de cluster que vous pouvez mettre à ce niveau-là. Alors, côté en application ou point de vue architecture, infrastructure. Après, vous avez en effet le lien qui va vous permettre d'être fait avec le cluster set. Donc, pouvoir dire, j'ai un ensemble d'applications, parce que là, on voit qu'il y a un wildcard, et puis j'ai un ensemble de typologies de clusters, et derrière, le modèle application set va vous générer des applications Argo CD. Donc Argo CD, vous allez retrouver derrière une application. Alors il faut un nom évidemment qui permette que... C'est pour ça qu'il y a de la templétisation. Mais vous allez avoir la génération automatique, que vous changez soit la partie guide, soit vous changez votre cluster set. Donc soit vous rajoutez un nouveau cluster dans le cluster set, automatiquement, hop, vous allez avoir les applications qui vont se déployer dessus, soit vous allez rajouter une application et hop, elle va se déployer sur toutes les applications, ou elle va être enlevée si vous l'enlevez. Donc vous allez avoir ce mécanisme qui est assez puissant au niveau cluster set. Voilà. Au niveau de l'interface, au niveau de l'application, c'est là que vous allez pouvoir créer. Alors, je vous l'ai montré en effet en YAML, mais derrière, vous avez en effet toute une user interface qui vous permet de simplifier aussi la création d'applications parce qu'évidemment, les utilisateurs n'ont pas forcément envie, suivant le type d'utilisateur, de faire du YAML ou ont envie d'avoir une interface qui les aide à comprendre au moins la manière dont ils déploient. Là, on a vu la partie gouvernance sécurisation. Non, on a vu la partie application. Maintenant, on va regarder la partie gouvernance et sécurisation. Donc là, il y a deux notions. Il y a la notion, en effet, homogénéité, divergence des clusters. Donc, on peut le faire comme une application infra, comme je l'ai montré avec une application set, en disant « je déploie toujours les mêmes choses, donc je suis tranquille, normalement, c'est bon ». J'ai toujours les mêmes applications qui seront configurées, ou le airbag, etc., qui seront les sources d'authentification qui seront sur mes clusters. Mais la gouvernance, ça va un peu plus loin, parce qu'en effet, on peut se dire, est-ce que je ne vais pas avoir une divergence? Il peut y avoir quelqu'un qui intervient à la main, etc. La partie type déploiement d'application, c'est un petit peu one way, ça veut dire qu'on déploie un truc, on sait que c'est déployé, mais on n'a pas d'autres informations. Tandis que là, dans la partie gouvernance, on va plus loin, ça veut dire qu'on va déployer des choses. Quelque part, on utilise toujours le mécanisme de machine work, de manifest work, qui est très basique par Open Cluster Management, mais qui est très puissant. Mais derrière, on va déclarer en fait quel est le retour et donc quelle est la boucle de rétroaction. Donc on va avoir un retour qui est beaucoup plus circonstancié dans ce cas-là, et on va pouvoir aussi avoir des actions qui vont être plus claires, c'est-à-dire une action qui va être d'information ou l'enforcement, donc l'application, si on dit qu'on veut qu'on ait par exemple un objet qui configure une politique de scan. Si cet objet a disparu ou a été modifié, on va supprimer et puis on va remettre la bonne version. Donc automatiquement, on va être sûr que si jamais quelqu'un est intervenu, ça va être enforcé. Alors ça peut se faire en effet, comme je l'ai dit,
avec une sorte de pool de boucle de validation, ou avec un injection controller qui va obligatoirement catcher en effet la demande et puis remettre, par exemple pour un namespace, générer tous les objets qu'il y a derrière. Alors on peut le faire avec... on utilise beaucoup l'intégration avec Gatekeeper et maintenant avec Kyverno, qui sont des admission controllers qui sont beaucoup utilisés. Donc vous avez toute une nomenclature autour d'OPA, de templatisation qui vous permet de faire du code un peu plus évolué pour pouvoir mettre vos règles et pour pouvoir aller soit du check d'objets, soit aller jusqu'à la modification d'objets. Donc là, vous avez toute la puissance du standard OPA et de Kyverno qui est utilisé par beaucoup de monde. Beaucoup, par exemple, alors là, je vais montrer un petit peu le type de règles qui sont par défaut, mais que vous pouvez, vous, évidemment, sur Git, il y a toute une partie communautaire et puis stabilisée. Donc on voit, je le montre le Git là ici, Policy Collection, on voit que vous pouvez en rajouter, aller chercher les gens qui en ont rajouté pour pouvoir soit vous en inspirer, soit le réutiliser. Mais voilà, on trouve des choses comme suivi du nombre de clusters admin, vérifier que le TCD est encrypté, tout ce qui est rôle et role binding, c'est-à-dire que vérifier qu'un rôle n'a pas été modifié, que vous n'avez pas du wildcard sur un rôle qui a été créé, quelqu'un a fait du wildcard sur toutes les ressources, etc. Une sorte de droit divin qui pourrait se créer discrètement. Voilà, tout ça, ça vous permet de vérifier cette particularité. La création on utilise beaucoup la partie OpenSCAP. Donc OpenSCAP, ça va plutôt aller travailler sur la partie host. Donc comment est-ce qu'on vérifie que tout ça, que la compliance, un type de policy, de compliance a été effectué sur les hosts. On va aussi avoir une partie qui va être de compliance sur la configuration Kubernetes. Donc on va avoir deux niveaux où on va intervenir sur la compliance. Est-ce qu'on a bien les hosts qui sont propres, configurés avec du SU Linux, etc. Alors ça, c'est fait un petit peu vers OpenShift, mais il faut aller vérifier un certain nombre de choses. Suivant aussi votre niveau de sécurisation, vous pouvez aller mettre des politiques qui sont plus loin, c'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus avec des gens qui sont dans du secret, pas forcément défense, mais enfin en tout cas même les opérateurs télécoms ou autres, on a pas mal d'opérateurs qui ont besoin de plus de sécurité et qui ont des besoins de validation et de compliance qui sont plus importants, et donc ils nous donnent un certain nombre de protocoles de vérification qui vous permettent, vous, d'appliquer, de voir à quel niveau vous êtes de ces différents types de compliance et de pouvoir soit en faire une spécifique, soit pouvoir montrer que vous êtes compliant sur cette partie-là. Alors, les différentes possibilités, c'est aussi tout ce qui est intervention au niveau des network policy, les quotas, évidemment, sur toute la partie ressources, la rotation des certificats, mais aussi, tout simplement, être alerté si vous avez un certificat qu'il faut renouveler. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez simple. Hein. C'est une petite alerte, mais qui est quand même très pratique. Et une anticipation, c'est toujours une bonne chose dans ces cas-là. Voilà. Donc la gouvernance, ça va vraiment permettre de faire tout ça. Donc la gouvernance, quelque part, on va retrouver pareil la même notion que pour la partie application. On va avoir des policies. Donc on va utiliser toute la recherche de Kyverno, d'OPA et puis de ce qui est proposé par défaut pour pouvoir créer des politiques. On va retrouver la partie placement qu'on avait dans l'application qui est le côté dynamique pour la sélection de clusters. Et puis, on va faire le lien avec le placement binding qui va pouvoir déclencher. Alors, il y a aussi toute une partie aussi qui va être... on parlait de typologie de cluster. On va classifier un petit peu, on va faire une typologie d'alerte. Donc, on va pouvoir dire que mes politiques, ça va être des politiques soit de sécurité, soit des politiques de configuration, soit des politiques d'exploitation. Donc, vous allez pouvoir derrière aussi pouvoir remonter dans différents groupes vos différents types de vulnérabilité quelque part. Et donc, cette partie de pouvoir, en effet, classifier les gouvernances, ça vous permet aussi d'avoir plus de visibilité sur ce que vous mettez en place. Et puis, derrière, vous pouvez, évidemment, utiliser du GitOps pour pouvoir déployer vos policies à partir d'un Git. Il y a tout un outil qui s'appelle Policy Generator qui va vous aider un petit peu à partir d'un manifeste que vous voulez appliquer à générer tout le framework en fait YAML pour pouvoir déclencher un petit peu les bons verbes. Voilà. Et puis derrière, on va retrouver un petit peu toute la manière dont on travaille avec
avec du Agent Keeper, le Rego qui est un petit peu l'outil derrière qui vous permet de faire presque du code pour pouvoir aider à faire la partie Admission Controller. Et puis derrière, en effet, donc ça va s'appliquer. Par exemple, là, c'était l'exemple pour encrypter au niveau de l'ETCD. Voilà, donc là, on a vu la partie gouvernance. Donc on retrouve toujours le même schéma, hein, quelque part, à partir de Open Cluster Management et des fondations. Mais on voit que derrière, on spécialise un petit peu pour pouvoir avoir quelque chose qui va être un peu plus ciblé sur une fonction. Et puis sur la manière dont ça revienne. Alors, maintenant, on parle de la fonction avancée, on s'aperçoit de plus en plus que cette notion de hub centralisé, on a de plus en plus de fonctions qui deviennent intéressantes dessus et qui vont se rajouter. Alors, on a parlé, par exemple, d'architecture où on va faire quelque part un service Kubernetes qui va être plus large qu'un service Kubernetes sur un cluster Kubernetes. Donc ça, on utilise des projets comme Submariner ou Scupper qui vont pouvoir en effet aller plus loin. Alors pouvoir tout simplement soit scaler un cluster ou un service de manière un peu différenciée. Donc par exemple, comment ça marche Submariner? Il y a deux fonctions. Il y a une fonction qui permet de faire du VPN, donc de pouvoir faire un lien privé entre deux clusters, sécurisés. Donc déjà, pour pouvoir passer du réseau sécurisé d'un cluster au réseau sécurisé d'un autre cluster, mais de manière sécurisée, d'ailleurs, de ne pas passer par une route publique, etc. Mais ce n'est pas que la partie réseau, ce n'est pas le fait de connecter deux clusters. Le but, c'est aussi d'avoir une notion de service un peu plus large. Donc d'habitude, vous utilisez le local.svc, je ne me rappelle plus exactement le domaine de base des services Kubernetes. Et là, vous allez pouvoir avoir un nom de domaine un petit peu différent qui va vous permettre d'avoir un service multi-cluster. Donc par défaut, quand vous créez ce service-là, il va aller taper sur les pods du service local. Mais si jamais ça ne répond pas, il va pouvoir attaquer les pods du service distant. Donc vous allez vraiment avoir une notion de service un peu multi-cluster. Donc évidemment, toutes ces solutions de réseau, ça se configure. Il faut évidemment que ça se configure de manière sécurisée. Donc il y a tout un protocole pour pouvoir relier ces clusters entre eux. Et donc tout ça, évidemment, ce n'est pas toujours très simple à mettre en place. Ça simplifie à chaque fois. Et donc la fonction par exemple, d'ACM, ça va aller de vous aider très simplement en cliquant à rendre ces deux clusters appairés quelque part avec Submariner. Donc après, c'est plus vraiment une complication. Vous allez juste devoir pouvoir sélectionner cette partie Submariner et sélectionner les clusters que vous mettez ensemble. Voilà. Donc cette fonction de simplification, vous allez la retrouver dans plein de cas. Alors après, vous avez d'autres fonctions qu'on retrouve de plus en plus parce que c'est aussi des fonctionnalités comme le multi-cluster, des architectures différentes en cloud hybride. On appelle, ça va être tout ce qui est disaster recovery. Donc disaster recovery, ça va être derrière comment est-ce qu'une application va pouvoir basculer sur un autre cluster parce que le cluster est indisponible ou qu'il y a un problème quelque part. Et donc dans ce cas-là, vous allez basculer l'application. Alors vous pouvez vous dire derrière, j'ai tout sur Git, j'ai du GitOps, j'ai une chaîne de déploiement, et donc normalement j'ai juste à cliquer, mon application elle se redéploie. Et c'est vrai, et c'est important de le mettre en place. Il faut juste pointer sur le nouveau cluster. Donc là, c'est aussi important d'avoir quelque chose qui permet facilement de pointer sur un nouveau cluster. Mais derrière, il y a les données. Donc après, vous voulez aussi retrouver vos données, parce que le stateless, c'était bien au début, mais maintenant, on voit que les workloads, ils sont plus stateless, ils sont de plus en plus stateful. Et donc, votre application, elle doit retrouver vos données. Et donc là, vous allez devoir travailler au niveau du disaster recovery en faisant toutes les échelles. Je choisis sur quel cluster je vais aller, je bascule mon application et je m'assure que mes données sont présentes sur le nouveau cluster. Donc là, on a des solutions de type métro achat. Donc là, ça veut dire que les données elles sont déjà répliquées parce qu'il y a une couche de stockage qui est là. Mais par contre, alors vous allez trouver évidemment des PVC avec les données qui vont être directement disponibles sur l'autre cluster. Tout simplement parce que, par exemple, là, on a un cluster Ceph qui va être utilisé par les deux clusters, donc les données elles sont présentées aux deux clusters. Par contre, il va falloir recréer l'accès aux données. Donc il va falloir recréer le PV qui pointe sur le PV, c'est ça, le PV qui pointe sur le PVC, qui va pouvoir faire le lien pour que l'application puisse retrouver les données qui sont bien là sous-jacentes. Donc vous avez toute cette automatisation, quelque part, vous avez le moyen de le faire, mais en disaster recovery, vous voulez automatiser. Donc le but du hub, ça va être d'automatiser toutes ces étapes pour que derrière, l'ensemble s'enclenche
de manière rapide et simple. Alors il y a le métro achat, évidemment, ce n'est pas le plus courant. On fait beaucoup en fait de ce qu'on appelle le régional de réplication asynchrone. Dans ce cas-là, en effet, vous allez avoir des données qui ne vont pas être automatiquement disponibles, vues par les deux clusters, mais vous allez avoir une réplication au fil de l'eau. Alors vous pouvez faire ça. Évidemment, le but, c'est que ça ne soit pas du backup, que ça ne soit pas une fois par jour, mais que ça soit à la minute, à l'heure, enfin avoir des données qui correspondent évidemment à la criticité. Et donc dans ce cas-là, vous avez aussi la possibilité d'avoir une réplication qui va être... Parce que la réplication, il faut le faire au niveau applicatif. Au niveau applicatif, qu'est-ce que vous avez en tête? C'est quels sont vos PVC qui doivent être répliqués. C'est ça, en fait, votre donnée. Et donc, vous voulez avoir une simplification pour que, au niveau de votre application, vous ayez juste à dire, voici l'ensemble des PVC de mon application qui doivent être répliqués et après doivent être reproduits. Et derrière la réplication, il faut utiliser derrière les mécanismes sous-jacents. Donc là, par exemple, avec l'ODF, on va utiliser du mirroring Ceph. Et donc tout ça, ça va être automatisé et généré dans toute la chaîne applicative. Mais Ceph, c'est une solution en effet spécifique. Maintenant, on a un nouvel opérateur qui s'appelle VoltSync qui vous permet, pour n'importe quel CSI qui sait faire du snapshot, en fait, il me semble que c'est... Et je ne suis même pas sûr que ça soit obligatoire de faire du snapshot, parce qu'il y a différents niveaux de VoltSync, qui vous permet de faire de la réplication asynchrone d'un PVC sur un PVC d'un autre type de stockage, d'un cluster à l'autre. Donc ça ouvre en effet cette réplication de manière beaucoup plus large à tous vos problématiques applicatives, et donc au mode de disaster recovery d'un cluster à l'autre, avec les données. Donc ça, c'est une autre fonction. Hypershift, j'en ai parlé, donc c'est comment est-ce qu'on va regrouper les contrôles planes, non pas sur des nœuds dédiés, mais sur les nœuds d'un cluster qui va gérer l'ensemble des contrôles planes. Donc vous allez retrouver vos pods ETC1, ETC2, ETC3, mais ils ne seront pas chacun sur des nœuds dédiés, ils seront vraiment sur une infrastructure plus large. Évidemment, il faut regarder, il y a des use cases qui sont très intéressants, il y en a d'autres qui sont moins intéressants, ça dépend exactement où vous en êtes. Si vous faites du bare metal, c'est plus intéressant. Si vous faites beaucoup de clusters, c'est plus intéressant. Niveau sécurité, il y a des discussions dans les deux sens. Il y en a qui préfèrent avoir en effet une couche de sécurisation autour des control planes différentes des workers. Donc quelque part, il y en a certains qui voient ça comme un peu plus de sécurité, d'autres qui vont dire en effet, je regroupe un peu trop de fonctions sensibles. Voilà. Donc forcément, vous allez avoir à avoir une résilience forte sur votre cluster central. Vous avez aussi du multi-cluster service mesh. Donc, si vous faites de l'Istio, alors je ne sais pas que Istio, mais c'est l'ensemble des outils autour du service mesh. Quelque part, c'est intéressant d'avoir aussi Istio. Alors, on parlait de Submariner qui permettait d'avoir un service un peu plus global sur deux clusters. Istio, enfin, le service mesh le fait aussi. Hein. Le service mesh, il fait un petit peu cet ensemble avec d'autres fonctionnalités de logging, de sécurité, de maîtrise des flux. Et donc là, vous pouvez le faire. En effet, c'est quelque part le hub qui va avoir la notion control plane du service mesh et qui va pouvoir... souvent d'ailleurs c'est Submariner qui va faire le lien et qui va pouvoir créer votre service mesh un petit peu plus global. Alors service mesh c'est quand même quelque chose qui demande un peu plus de maturité mais qui apporte une vraie fonctionnalité. Et puis c'est tout. Juste avant vos questions, je voulais juste donc dire que derrière c'est pas un encart de pub, c'est pour expliquer que derrière, j'utilise pour tous ces clusters des démos à partir d'une base HPE. Vous pouvez faire des demandes de customisation de démos par rapport à votre contexte. Et donc, en effet, avec des scénarios un petit peu plus complexes qu'on peut voir sur du monocluster. Donc là, vous pouvez faire la demande et en effet, on customise et puis on va vous montrer un petit peu. Alors, ils vont juste quand même vous accueillir à Genève pour vous montrer plein de choses. Donc, c'est aussi un autre mode. Et puis, il y a aussi des démos sur OpenDemo qui sont disponibles, que vous pouvez récupérer sur plein de sujets. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais pas si on en est au niveau timing. Merci Franck, déjà. Merci beaucoup. On a peut-être une question ou deux. Si vous avez des questions pour Franck, allez-y, c'est le bon moment. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que les slides sont à disposition ou pas du tout, Franck? Oui, je vais vous les envoyer. Ok, bon, parfait déjà. C'était ma question, elle est simple. Une question? Ah, un petit peu. D'accord. Désolé. C'était pour donner une vision globale. Mais... C'est très intéressant, en tout cas. D'accord. Ce sera disponible, je crois, partout.
Alors en fait, les droits, évidemment, vous pouvez... Alors, du coup, la question c'était est-ce que du coup dans la solution il y a la gestion des droits sur les clusters et éventuellement des vaults ou des choses comme ça. Enfin, je ne sais pas qui peuvent être... Alors, il y a deux choses. Ouais, sur la gestion des droits, c'est quelque part la configuration des clusters. Hein. C'est justement être sûr que vous configurez de la même manière vos clusters ou la façon dont vous les configurez. Donc là, vous allez pouvoir appliquer une politique de RBAC ou une politique d'authentification qui soit la même. Et après, sur la partie secret, il n'y a pas de réponse particulière sur la partie secret. Enfin, il y a la partie secret Kubernetes, mais alors, il y a la possibilité de, en effet, c'est une manière aussi de pouvoir mettre à disposition des secrets dans vos clusters managés, de diffuser des secrets qui sont utiles dans des clusters managés de manière un peu sécurisée, un peu centrale. Mais après, après, la partie Vault, c'est encore... c'est une solution particulière, une intégration sur Kubernetes. Il n'y a pas de... On ne va pas aller sur la partie Vault, puisque derrière, on reste dans la partie Kubernetes. Et donc, Vault, c'est vraiment une approche qui est très intéressante, mais qui est très spécialisée. Moi, je ne sais pas si ça répond. Une autre question? Ok. Ah, encore? Ok, je te redonne. Alors du coup, j'ai une question aussi. On a vu que du coup, vous gérez de la réplication pour les PVC, enfin PV, PVC, dans le cas de disaster recovery. Mais dans le cas où, par exemple, derrière, il y a des disques durs, enfin par exemple des SSD, des choses comme ça, et que les PV ils sont adossés sur des disques liés à des cloud providers, parce que derrière, il y a quand même du stockage physique. Alors, ça, oui, c'est géré directement via l'interface ou il faut le faire séparément, il faut aller provisionner l'infrastructure séparément avant? Alors, il y a deux choses. Il y a la partie Open Data Foundation qui est donc une solution de stockage, bloc, file, objet à partir de Ceph. Donc Ceph, il va prendre un certain nombre de disques durs ou de SAN qui vous permettent de faire de la réplication de disque à disque, donc et de la résilience. Mais vous pouvez, par exemple, avec VoltSync, utiliser de la réplication pour n'importe quel CSI. Le plus simple, c'est les CSI qui font du snapshot. Dans ce cas-là, il va faire un snapshot, il va répliquer le snapshot, il sera disponible. Ou vous avez des solutions de type Restic. Alors, il y a OADP qui est aussi beaucoup utilise ce genre de choses, mais Restic va aller quelque part se connecter sur vos données et pouvoir les répliquer. Donc, il y a toutes ces solutions-là qui évoluent un petit peu. VoltSync, c'est tout nouveau, parce que pour l'instant, on avait en effet des possibilités de backup, mais VoltSync va un petit peu plus loin. Et plus votre CSI est avancé, plus VoltSync va pouvoir utiliser n'importe quel CSI qui va permettre de faire ça. Donc le plus simple, c'est si votre CSI sait faire du snapshot, c'est quand même le plus courant. Quand vous regardez tous les outils de backup qui sont utilisés avec des partenaires, Kasten, Vim, etc., ils utilisent le snapshot du CSI pour pouvoir aller récupérer la donnée. Et après, c'est la sauce que vous allez mettre pour pouvoir récupérer la donnée de la manière de plus opérationnelle, la plus performante, pour pouvoir l'externaliser, la répliquer, etc. Ok. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous.